À l'été 1939, une grande enquête est lancée par 3 professeurs de l'université de Harvard aux États-Unis auprès des Allemands qui ont fui leur pays depuis qu'Adolf Hitler est au pouvoir. Ils doivent raconter leur vie en Allemagne, avant et après le 30 janvier 1933, et pourquoi ils ont choisi l'exil. Hommes et femmes de tous âges. Ils sont juifs, mais aussi protestants, catholiques, sans religion, opposants politiques, résistants de tous bords. Les milliers de pages qu'ils ont noircies et envoyées des 4 coins du monde sont restées largement ignorées jusqu'à aujourd'hui. Leurs témoignages nous parviennent enfin, leurs récits, leurs histoires, leurs voix. Mon nom est Wolfgang Jurgrau. Je suis né en Haute-Silésie dans une famille juive. En 1933, j'avais 25 ans. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, j'annonce à mon ami Charlie, il est le médecin de la sœur de Hermann Göring, que j'ai l'intention de quitter l'Allemagne. Il me répond « Pars quelques années, aussi longtemps que dure tout ce ramdam, puis tu reviens, les choses auront changé. » N'oublie pas que ta patrie est ici, que tu lui appartiens pour toujours. 8 jours plus tard, mon oncle de Weimar m'écrit qu'il a eu vent de mon projet de m'exiler. Il me met en garde de ne pas fermer une porte qui pourrait ne jamais se rouvrir. Certes, des choses terrifiantes nous tombent dessus, mais nous devons serrer les dents et endurer. Nous sommes des Allemands. C'est un immense honneur, mais cela nous impose des devoirs. Il me faut l'accepter dans la joie, dans la souffrance, même injuste. Je n'ai jamais répondu à cette lettre. Je m'appelle Hertha Nattorf. En 1933, j'étais médecin-chef dans une clinique de Charlottenburg. J'appartiens à la famille Einstein. Il est tard dans la nuit. Je veux tâcher, d'une main tremblante, de noter les événements qui sont gravés dans mon cœur en lettres de feu. Je veux les noter pour mon fils, afin qu'il puisse lire plus tard comment on nous a condamnés à cesser d'exister. Je veux tout écrire tel que je l'ai vécu, seule et tremblante. Je veux écrire pour ne pas hurler dans le silence de la nuit. Des années 20 aux années 30, les gens cherchaient à se distraire à la folie. Je m'appelle Karl Schwabe, j'ai 37 ans. Je suis issu d'une famille juive de la région de Wiesbaden. Je suis propriétaire d'un grand magasin.
Le vin et l'alcool coulaient à flot. On dansait comme jamais. Les jupes des femmes raccourcissaient. Les mœurs étaient plus libres. Les musiciens se livraient à des expérimentations. Les peintres poussaient l'expressionnisme à son paroxysme, alors que le chaos frappait à notre porte. Mon nom est Ada Burger. En 1931, j'ai fêté mes 30 ans. Je suis secrétaire. Mais beaucoup de mes amis avaient perdu leur emploi. Certains d'entre eux étaient professeurs, mais ils n'ont jamais enseigné. Devenus employés, ils se sont retrouvés représentants d'articles inutiles. Personne ne leur achetait jamais rien. Les apprentis ne deviendraient jamais compagnons. Les étudiants n'auraient jamais d'emploi. Et nous, alors que nous ne pouvions même pas nous acheter une paire de chaussures, nous discutions des heures de la vie idéale. S'abandonner, oublier, c'est le sens de la fête bourgeoise. Je m'appelle Edmund Heilpern, j'ai 40 ans, je travaille à Berlin dans la publicité. Notre fête à nous était à l'opposé. Notre but était de vivre de nouvelles expériences à l'aide de tous les arts. L'opéra de Katsu fut l'un des manifestes de notre nouvelle culture. Und die einen sind im Dunkel und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Aucun rassemblement, aucune parade, aucun spectacle n'eut d'effet aussi profond sur les cercles libres d'Allemagne. Ces œuvres étaient une fenêtre sur le pays de la culture et de la justice sociale dont nous rêvions. Il est vrai que l'État semblait s'effondrer, dit encore Ada Burger. Le gouvernement était une société secrète dont les membres changeaient en permanence. Pas étonnant que les apôtres du Führer aient été autant appréciés. Ils étaient des phénomènes ostensibles. On les voyait. Je suis Friedrich Reuss, 29 ans, famille de la bourgeoisie catholique bavaroise, père magistrat. Un jour, j'étais avec un confrère au café Victoria. Nous buvions de la bière en mangeant des petites saucisses. Il y avait, à la table d'à côté, un client d'aspect peu soigné, au regard sombre. Il nous écouta parler politique, puis tourna sa chaise. Il fit une révérence raide et se présenta. Adolf Hitler. Pendant 1 heure, il nous cria son programme politique dans les oreilles. Il expliqua combien tout allait mal pour nous. C'était l'internationale rouge, jaune, noir à qui en était la faute, c'est-à-dire les sociodémocrates, le capital juif et l'Église catholique. Après son discours tonitruant, il se leva soudain et s'en alla fièrement. Il oublia même de payer l'addition. Dans tous les cabarets, poursuit Reuss, on ne parlait que de ça.
Les révolutions à venir, les têtes qui allaient rouler, selon le mot d'Hitler, celles des Juifs. J'étais souvent invité chez le secrétaire d'État aux Finances et j'ai découvert qu'il était juif. Malgré cela, il pensait que le peuple allemand était tellement contaminé par les idées d'Hitler qu'il n'y avait qu'un seul remède, qu'il devienne chef du gouvernement, après quoi il se couvrirait de ridicule en quelques semaines et serait congédié. Le neveu d'Hindenburg, le vieux président de la République, était devenu l'un de mes bons amis, continue Friedrich Reuss. La belle République, que voilà, riait-il, que la mort l'emporte, ou Hitlerski revient à peu près au même. Toute cette bande de lèche-bottes l'aura bien cherché. Évidemment, quand de petites gens comme le Gauleiter de Berlin, Goebbels, auront les choses en main, c'en sera fini de l'honneur allemand et de tout ce vieux bazar. Papy Hindenburg se ronge les sangs à l'idée que ces idiots de petits bourgeois allemands l'obligent à nommer ces bolcheviks au rabais. Hitler est sûrement un criminel, mais c'en est un, au moins, qui a de l'envergure. Alors pourquoi ne pas essayer si les imbéciles le souhaitent tant ? Je suis d'origine russe, de confession juive. Je travaille comme traductrice et journaliste. Je m'appelle Olga Lange. J'ai 35 ans. Je m'étais fait un nouveau copain, Tiki. Il avait seulement 9 ans, mais c'était un véritable animal politique. Il me montrait les gens. Ceux-là, ce sont les sociodémocrates. Ou encore, ce garçon a l'air d'un sympathisant nazi. Les présidentielles, les législatives et autres élections incessantes avaient lieu aussi sur le terrain de jeu des enfants. Et Tiki savait donc qui votait Hindenburg, Hitler ou Thälmann, le communiste. Au lieu de jouer à cache-cache, les enfants du lotissement jouaient aux gendarmes et aux chômeurs. L'atmosphère devint si tendue que les enfants d'ennemis politiques se mirent à se battre pour de vrai. Je m'appelle Elisabeth Brach et je vis dans une famille protestante à Berlin. J'avais 14 ans en 1932. Entre camarades de classe, on se demandait « T'es Hitler ou t'es Hindenburg ?» Beaucoup de filles parlent d'Hitler passionnément. Elles affichent des images sur les murs qui montrent un lever de soleil radieux, tandis qu'au milieu émerge la croix gammée. Oh, comme je les déteste, ces images. Albert fut le premier nazi que je connus. Il avait 19 ans. Il était mon assistant quand j'étais chimiste, dit Edmund Hellpern. À quoi ressemblait ce premier nazi? Un jeune homme, gentil et pas bête, de la classe moyenne, enthousiasmé par son métier, enthousiasmé par la reconstruction de l'Allemagne. Il avait un immense respect pour moi, parce que j'avais été officier au front.
Cette nuit, j'ai mon tour de garde, me dit-il. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis au NSDAP, monsieur le capitaine. Au début, je ne voyais pas clairement ce que c'était. Quand je posais la question autour de moi, on me répondait « Ah, mais c'est un truc pour les jeunes gars. Ils jouent aux soldats. Ils ont une sorte d'uniforme, une chemise brune avec un brassard. Ils s'exercent au combat. Ils marchent au pas de loi. Ils apprennent la discipline. Et aujourd'hui, nous en avons si peu. Et puis, ils font preuve d'une sympathique camaraderie. » Karl Peschke, 38 ans. Je suis prussien. J'étais membre des SPD, le Parti social-démocrate. Je suis journaliste. Les nouveaux membres du NSDAP, le Parti national socialiste et travailleur allemand, m'expliquèrent pourquoi ils avaient tourné le dos au KPD, le Parti communiste. Ils étaient au chômage, la misère avait détruit leur famille, et les nazis étaient arrivés comme des sauveurs en leur offrant un uniforme de SA, 50 marks, un toit dans une caserne, repas inclus et une solde de 1 mark par jour. Jusque-là, jusqu'en 1932, nous nous amusions à chasser les lycéens et les jeunes livreurs affublés de la croix gammée, et puis tout changea subitement. J'ai 36 ans. J'enseignais la philosophie à l'université de Marbourg jusqu'à mon éviction du fait de mes origines en partie juives. J'ai écrit mon témoignage sous le nom de Hugo Fiala, mais mon nom est Karl Löweth. Tous les étudiants allemands étaient restés très attachés à leur tradition, à leur confrérie. Pourtant, une lettre que m'écrivit mon collègue Oskar Becker est l'expression fidèle de la situation générale de l'intelligentsia allemande. Au milieu de la désagrégation générale, le mouvement de Hitler lui semblait représenter l'avenir en tant qu'idée. Plus tard, après 1933, je reçus de lui une autre lettre où il exprimait l'espoir amical qu'en tant qu'ancien combattant, je ne serais pas renvoyé de l'université. Mais il était inévitable que dans un tel bouleversement, il y eût de la casse. De la casse. Dire que parmi les disciples de Heidegger, c'est la personne la plus excentrique et la plus sensible que j'ai connue qui a écrit cela. Je m'appelle Robert Lenneberg, j'ai 46 ans. Je suis sympathisant communiste, je suis de confession juive. J'exerce alors la profession de pédiatre à Düsseldorf. Je venais de rendre visite à un malade en banlieue. Quand je quittais l'immeuble, un journal fut glissé sous la porte. Des Volksparole, la parole du peuple, le journal à scandale des nazis. Je connaissais leur programme antisémite, dans les grandes lignes, mais alors je m'attendais absolument pas à un tel langage. Des personnes respectables de ma connaissance y étaient calomniées. On y appelait ouvertement au meurtre.
C'était effrayant que de tels mots puissent être imprimés chaque jour dans un État encore démocratique. T'es au courant ? Les nazis préparent un putsch. Ils font déjà passer les listes et ils décident de ceux qui seront les nouveaux directeurs, les chefs de service. Il est encore temps d'adhérer au parti. La course au poste commença bien avant qu'il n'y eut de poste, raconte Edmund Heilpern. Avec ce miel, on a pâté les gens comme des mouches. Oh, Hitler connaissait ses Allemands. Ou bien était-ce Goebbels? Et quand j'interrogeais mes collègues, on me répondait, dans 95% des cas, que dois-je faire? Les nazis vont certainement gagner. Alors dois-je perdre mon emploi? Non, la carte du parti sera mon assurance. Pauvre diable, une assurance est un contrat, mais un pacte avec Hitler n'est qu'un chiffon de papier. Je travaille à Berlin comme comptable. Mon nom est Hilde Koch, j'ai 28 ans. Je suis née à Dresde, dans une famille protestante. L'après-midi du 30 janvier 1933, j'étais allée au cinéma. En sortant de la salle, je tombais sur un vendeur de journaux. « Hitler, chancelier du Reich !» C'était le titre écrit en gros. L'honorable vieillard, le maréchal von Hindenburg, avait nommé Adolf Hitler à la tête du gouvernement. J'étais tellement choquée que j'avais du mal à marcher. À la maison, ma mère avait allumé la radio. Une voix très forte sortait du poste. Goebbels déclarait que le peuple allemand s'était réveillé. En arrivant, mon mari me rapporta ce qui se tramait en ville. Toute la SA avait été rameutée pour la retraite au flambeau qui devait avoir lieu jusqu'à la chancellerie. Nous nous couchâmes inquiets ce soir-là. Que nous réservait l'avenir ? L'après-midi du 30 janvier, mon chef m'a fait venir dans son bureau. Je m'appelle Sibylle Pech, j'ai 30 ans. Je suis née dans une famille protestante. Je travaille dans un studio de cinéma. Après avoir soigneusement refermé la porte, il m'a dit « Sibylle, je sors d'une réunion secrète du comité électoral du Zentrum, le parti catholique du centre. Ils ont décidé de laisser Hitler au pouvoir jusqu'aux élections législatives, probablement début mars. Les nazis vont perdre 2/3 de leur voix. Et c'est le prélat Ludwig Kaas, le leader de notre parti, qui va être nommé chancelier à sa place. Il n'y a aucun doute. Hilda Weiss, j'ai 33 ans. Je suis sociologue. Je suis issue d'une famille de la bourgeoisie intellectuelle juive. J'ai été proche des mouvements ouvriers et spartakistes. Déjà ivres de leur victoire à venir aux prochaines élections,
les nazis progressaient avec arrogance. Le nombre de leurs partisans aveugles augmentait chaque jour. La tension dans Berlin était si lourde que l'on s'attendait à l'explosion finale. Dans cette atmosphère hautement confuse, l'incendie du Reichstag, le Parlement, le soir du 27 février 1933, fit l'effet d'une bombe. Le lendemain matin, une femme m'interpella chez le laitier, raconte Hilde Koch. Ces incendiaires veulent mettre le feu à tout Berlin. Vous n'avez pas entendu le docteur Goebbels à la radio? Ils tiennent déjà les coupables. C'est un communiste hollandais qui a fait le coup. On a trouvé dans sa poche sa carte du parti. Je pris ma bouteille de lait et courus à la maison. Je tombai sur le concierge. Vous savez quoi? Cette nuit, ils m'ont fait ouvrir tous les appartements. Ils ont tiré de leur lit tous les communistes. Les cocos, je les aime pas beaucoup, mais je n'y crois pas du tout. S'ils avaient fait le coup, vous pensez qu'ils seraient rentrés dormir chez eux? Le dimanche 5 mars 1933, raconte Olga Lange, le jour des élections législatives, nous sommes allés chez Madame Sievert écouter à la radio les premiers résultats. Le parti d'Hitler remporte presque la moitié des voix. Les discours des nouveaux vainqueurs se mêlaient à la musique la plus grandiloquente que j'ai entendue de toute ma vie. Soudain, le téléphone sonna. Madame Sievert décrocha le combiné. « Oui, Annie, quoi? Les SA sont à la porte de l'appartement des Langes. Ils tapent, ils crient. » Madame Sievert nous répétait ce que lui disait Annie. Heureusement que nous n'étions pas chez nous. Police, cela signifiait arrestation, prison. Mais SA, on risquait la mort. Mon nom est Walter Kissling, j'ai 30 ans. Je viens d'une famille protestante aisée de Munich. Membre du SPD, je suis journaliste. C'est effroyable, mais on s'est habitué à ce que les journaux de gauche soient interdits, les syndicats occupés, des centaines de socialistes et de communistes arrêtés. Mais que ces bandits ne connaissent aucune limite, cela ne s'était jamais vu en Allemagne. Même le chef de la police de Munich a été enlevé chez lui par un groupe de SA. Je m'appelle Erich Dudek, j'ai 28 ans. Je suis ouvrier, pacifiste, membre du Parti communiste allemand. Les quartiers ouvriers de la ville industrielle de Chemnitz sont sillonnés depuis 48 heures par des patrouilles de SA et de SS armés de fusils, de cravaches et de barres de fer. Et même la nuit à la lumière des projecteurs. Ils ont des listes depuis longtemps. Les communistes, les socialistes, tous les opposants sont traînés dehors à coups de crosse. Personne ne peut échapper à ces hordes.
Dans la rue, dit Walter Gissling, DSA, acclamé par la foule, harcèle un homme à coups de fouet. L'homme ne porte qu'une chemise et des sous-vêtements déchirés. On lui a accroché une pancarte autour du cou. Moi, le juif Ziegel, je ne me plaindrai plus jamais des nationaux socialistes. C'est l'un des avocats les plus réputés de la ville. Il s'était présenté au poste de police pour défendre un ami qui avait été arrêté. Je me présente, Alfred Hoppler, j'ai 40 ans. Je suis né en Alsace, de parents d'origine juive, converti au protestantisme. Je suis magistrat. La dictature de Hitler prit des apparences légales grâce au succès de son parti aux élections législatives de mars. La journée de Potsdam, le 21 mars 1933, en fut le point d'orgue. J'avais obtenu une invitation par un ami journaliste. Je pris part à cet événement historique qui proclama le Troisième Reich. On n'avait pas vu de tel spectacle militaire depuis des années. Des légions de soldats portaient un mâle uniforme. De nombreux régiments défilaient en colonnes serrées et toutes les ligues qui sont consacrées aux traditions militaires se montraient avec fierté. Des jeunes gens paradaient vêtus de la chemise brune des jeunesses hitlériennes. Les badauds étaient saisis d'admiration. Les crédules pouvaient penser qu'ils assistaient à l'éclosion d'une nouvelle forme de monarchie. Voir le vieil Hindenburg pénétrer dans l'église lentement, par la haie d'honneur, le visage sérieux comme un pape, me fit une forte impression. Son automobile de président du Reich portait encore le fanion noir, rouge, or de la République de Weimar. Les députés du Zentrum, le parti du centre catholique, et les sociodémocrates avancèrent le cœur serré. Ils étaient visiblement conscients de faire leur dernier pas en politique. En votant les pleins pouvoirs le surlendemain, le Parlement transmit à Hitler un pouvoir absolu. L'angoisse et le découragement saisirent tous ceux qui espéraient encore que le peuple allemand serait épargné. Elisabeth Brach écrira un an plus tard. Le 2 août 1934, toutes les cloches retentissent pour annoncer la mort du maréchal Hindenburg. Jour étrange, c'est l'anniversaire du début de la guerre de 14.
le parti nazi organise des funérailles nationales à Tannenberg. Il rompt officiellement avec le christianisme par l'invocation « Puisses-tu reposer au Valhalla, l'au-delà des anciens Germains ». Hitler occupera à la fois des fonctions de chancelier et de président du Reich. Il sera le Führer du peuple allemand. Aussitôt après, dès le mois d'avril 1933, raconte le mari de Hilde Koch, ouvrier outilleur, pacifiste, la Gestapo, la police secrète créée par Göring, mit en place tout son dispositif en association avec les SA afin d'en finir avec l'opposition. Après la chasse aux communistes et le calvaire des opposants, commença l'épuration des fonctionnaires sociodémocrates. Erich Dudek raconte. On m'a directement conduit à la caserne SS. Les gars à la tête de mort étaient en train de picoler au tonneau leur vin volé. Mes agresseurs ont tout de suite commencé mon interrogatoire, complètement ivre et en braillant. En premier lieu, on m'a demandé de montrer mes parties génitales afin de savoir si j'étais juif. On me propulsa à coups de pied dans une pièce voisine. Le garde SS me dit « Chez nous, on fait tout au pas de course, mais tu vas vite t'y faire dès qu'on t'aura démoli. » Dans la pièce, gisaient 10 personnes pratiquement sans vie. Au bout de 4 semaines, nous fûmes transportés dans un camion ouvert à travers la ville. On voulait nous exhiber comme des sous-hommes. Je ne vis que des larmes, des poings fermés, des visages froids. On nous a menés dans un camp. Hertha Nattorf note dans son journal du 1er avril 1933 « Boycott des Juifs ». Ce jour est inscrit dans mon cœur en lettres de feu. Qu'une chose pareille soit encore possible au XXe siècle. Devant tous les commerces juifs, les cabinets d'avocats, les permanences des médecins se tiennent des genoux en uniforme avec des pancartes. N'achetez pas chez les juifs, n'allez pas chez les médecins juifs. Celui qui achète chez le juif est un traître à son peuple. Le juif est l'incarnation du mensonge et de l'escroquerie. La population se laisse berner comme s'il s'agissait d'une explosion spontanée de haine. Je tiens avec mon mari une boutique de gants de luxe à Munich. Nous sommes juifs. Je m'appelle Ida Faniloa. Certains commerçants juifs accrochèrent leurs décorations militaires dans leurs devantures en signe de protestation, ce qui déplut beaucoup aux nazis qui, pour la plupart, mouillaient encore leurs couches à l'époque de la guerre. Quelqu'un a voulu m'empêcher d'entrer dans une boutique de savon, continue Hertha Nattorf. Je l'ai poussé en lui disant « J'achète où il me plaît avec mon argent ». De retour au cabinet, une patiente m'a téléphoné pour dire qu'elle ne pourrait finalement pas venir aujourd'hui. Je lui ai répondu qu'il serait même idéal qu'elle ne vienne plus du tout.
Je dus quitter la chambre que je louais chez une famille juive. Madame Bettina pleurait. « Je sais que vous êtes forcé de partir, monsieur Royce, me dit-elle. Mais mon Dieu, qu'allons-nous devenir? Mon mari est mort à la guerre. Mes 2 fils, qui travaillaient dans un grand magasin, ont été renvoyés aujourd'hui sans aucune indemnité. » Je partis m'installer chez une famille typiquement allemande. Ils avaient une fille de 14 ans. Elle rentra un jour, très pâle, et raconta « Des filles des jeunesses hitlériennes sont venues aujourd'hui dans la cour du lycée. Elles ont jeté à terre la petite Helga, la fille du médecin juif, puis elles ont commencé à lui sauter dessus à pieds joints. On voulait la secourir, mais notre professeur est arrivé. Elle est membre du parti depuis le début. Elle nous a dit « De quel côté vont se ranger mes petites Allemandes ?» Et alors, l'une après l'autre, mes camarades ont sauté sur Helga et à la fin, j'ai participé moi aussi, jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer. Et maintenant, elle est morte, alors que tout le monde l'aimait. Les journaux taisaient les meurtres qui étaient commis chaque jour, raconte Franz Koch. Les partis politiques, qui tous étaient devenus illégaux, imprimaient des journaux clandestins qui portaient souvent l'avertissement suivant « Après lecture, ne pas jeter SVP, faire passer ». On glissait ensuite le journal dans la boîte aux lettres de son voisin. Un exemplaire circulait dans tout un immeuble, sans que les locataires ne sachent qui d'autre l'avait lu. Les livres d'écrivains juifs, de gauche ou marxistes avaient été entassés dans le foyer de l'université. L'un des étudiants s'adressa à l'ami qui accompagnait Ada Burger. « Toi, aide-nous à porter ces piles. » Dans le tas, il y avait des auteurs qui n'étaient ni juifs, ni marxistes, ni même des adversaires politiques, comme par exemple le célèbre Morgenstern, à qui l'on doit les inoubliables chansons du gibet. Mon ami fit remarquer que c'était un poète à rien. « On s'en fiche, lui répondit-on. Il a un nom juif, il sera brûlé. » Désormais, posséder dans sa bibliothèque des ouvrages interdits était une haute trahison, dit Edmund Heilpern. Mais comment s'en débarrasser? On n'imagine pas comme il est sacrément difficile de brûler une caisse de livres dans une cheminée ou un four de cuisine. Fritz a trouvé une ruse. Il les poste avec une fausse adresse. Comme on ne trouve pas le destinataire, les colis sont ouverts et détruits. Comme ça, c'est eux qui font le boulot. Je m'appelle Robert Broich. Je suis professeur de mathématiques et de physique dans un internat près de Fribourg. Je suis protestant. Ma fiancée est juive. J'ai 26 ans.
Il y a quelques jours, Wirpsa m'a encore arrêté dans la rue. « Broich, quand est-ce que tu vas entrer dans la SA ? Ce serait peut-être mieux, me dis-je, ne serait-ce que pour avoir la paix. Même au sein de la SA, je pourrais penser ce que je veux. » Le docteur Max justifie son adhésion en prétendant vouloir changer le système de l'intérieur. À mon avis, cet argument dissimule simplement qu'il a retourné sa veste. Tant que c'est possible, moi, je me tiens à l'écart, au moins pour avoir mes soirées de libre et ne pas être obligé de porter cet uniforme ridicule. Mon nom est Karl Otto Thiem. En 1933, j'ai 31 ans. Mon père était pasteur à Dresde. Je me suis converti au catholicisme romain. J'ai étudié la philosophie, l'histoire et la théologie. J'ai rencontré un jésuite de Cologne, le père Spiker. Cet homme avait compris ce que Rome ne voulait pas entendre, que le national-socialisme était foncièrement antichrétien. Il avait décidé de lutter avec des armes dont il disposait, ses sermons. Un professeur bien catholique fut le Judas qui l'a dénoncé. Il a été envoyé en camp de concentration. On a fini par le libérer, mais en échange, il a dû promettre le silence. Même si le clergé dans son ensemble n'était pas favorable au régime, très peu de prêtres parlaient des atrocités commises par les nazis. Très peu regrettaient leur prise du pouvoir. L'Église cherchait plutôt à s'arranger comme elle pouvait. Elle attendait que le régime se délite de lui-même, sans prendre de risques. Je m'appelle Kuno Fiedler, j'ai 38 ans. Je suis pasteur et professeur de philosophie en Thuringe. On m'a dit que dans certains cercles de l'Église protestante s'exprime un fort sentiment de culpabilité. J'aimerais qu'il en soit ainsi, mais je n'en crois rien. Je rencontre aujourd'hui trop de faux martyrs et trop peu de véritables pénitents. Prétendre, avec un sourire stupide, que l'on a été comme grisé par l'enthousiasme, ainsi que me le dit une fois un jeune pasteur, cela n'excuse vraiment rien. On voulait pactiser avec le système, c'est cela la vérité. Être du côté des vainqueurs pour pouvoir s'en prendre à tous les ennemis de l'Église. Et on n'avait pas peur de faire passer cette intention pour purement chrétienne. Les gens, après avoir dit A une fois, ils se trouvent désormais forcés de dire B, et après C, l'alphabet tout entier y passe, écrit encore Kuno Fiedler. Quand on leur parle de tel ou tel collègue qui a été congédié, ils répondent « Mais comment a-t-il bien pu épouser une femme juive ?» Ou encore « Mais il n'aurait pas dû continuer à fréquenter cet ami ?» Si on leur fait remarquer qu'autrefois ils pensaient autrement, ils ne veulent pas l'admettre. Ils doivent falsifier non seulement leur moi présent, mais aussi leur moi passé. Comment peuvent-ils encore se regarder dans leur miroir? Mais non. Ils semblent tirer de leur vie présente une grande satisfaction.
Je m'appelle Constanza Hallgarten. J'appartiens à l'église luthérienne. Je suis pacifiste et féministe. J'ai quitté Munich pour Paris le 14 mars 1933. Qu'est-ce que l'individu que tu es, comparé à la marche du monde, au passé et au devenir de toutes les choses? Un atome dans l'espace. Si tu souffres, qu'est-ce que cela change? Ces pensées m'ont aidé à supporter les années qui allaient suivre, les années de l'émigration, si souvent difficiles à vivre, et à tenir jusqu'à aujourd'hui, sans hurler. Karl Peschke part le 22 mars 1933 pour Zurich, comme Walter Gießling, qui arrive à Paris via Bâle. Hilda Weiss se cache avant de s'exiler en Suisse, puis en France, fin mars. Wolfgang Jurgrau réussit à partir en mai à Tel Aviv. Robert Lenneberg atteint Rio de Janeiro à la fin de l'année 1933.